Tu as déjà entendu la formule. Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux, peut-être même que tu l'as essayé. Un matin, devant ton miroir, et que tu as arrêté au bout de 3 jours, en te trouvant ridicule. Tu t'es dit que ça ne marchait pas, ou que ça ne marchait pas sur toi. Ce n'est pas ta faute, on t'a expliqué qu'il fallait te concentrer. Y mettre de la conviction, répéter la phrase avec assez de foi pour qu'elle finisse par devenir vraie. Tu as essayé de forcer, tu as serré les dents, et il ne s'est rien passé. Normal, parce que l'homme qui a écrit cette formule demande exactement l'inverse. Il écrit noir sur blanc qu'il ne faut faire aucun effort. Ne pas se concentrer. Ne surtout pas chercher à y croire. Tout ce qu'on t'a présenté comme la méthode est précisément ce qu'elle interdit. Le mot concentration n'apparaît pas une seule fois dans son livre. Pas une. Ni concentration, ni se concentrer. Le livre entier est libre de droit. Il fait 150 pages, et tu peux le vérifier ce soir sans payer un centime. Alors, d'où vient l'autre version? Celle que tout le monde répète, celle qui t'a fait échouer et qui a fait de son nom une insulte. Elle ne vient pas d'un malentendu diffus. Elle vient d'un homme précis, à une date précise, un traducteur en 1922. Émile Coué naît à Troyes en 1857. Il est pharmacien, pas philosophe, pas médecin. Derrière son comptoir, il remarque une chose banale et gênante. Le même remède n'agit pas pareil selon ce que lui, le pharmacien, en dit au patient au moment de lui tendre la boîte. Il ne présente pas ça comme une révélation. Il écrit simplement des nombreuses expériences que je fais journellement depuis 20 ans. 20 ans d'observation de comptoir avant d'oser écrire une ligne. Il se forme aussi à l'hypnose, à Nancy, puis il s'en écarte. Ce qui l'intéresse, c'est que le patient se suggestionne lui-même. Puis il propose une expérience, et c'est la plus connue de son livre. Prends une planche, 10 mètres de long, 25 cm de large, pose-la par terre, traverse-la. Tu y arrives sans y penser. Un enfant y arriverait en courant. Maintenant, écoute ce qu'il écrit ensuite, mot pour mot. Supposons cette planche placée à la hauteur des tours d'une cathédrale. Quelle est donc la personne qui sera capable de s'avancer, seulement d'1 mètre, sur cet étroit chemin? Et il répond lui-même, « Est-ce vous qui m'écoutez ?» Non, sans doute. La planche n'a pas changé, ton corps non plus, ta largeur d'appui non plus. Et Coué ajoute la phrase qu'on ne cite jamais. Si des couvreurs, des charpentiers sont capables d'accomplir cette action, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils le peuvent. De là vient sa première loi, et elle a une fin que presque personne ne cite. La voici en entier. Quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, sans aucune exception. Ces 3 derniers mots sont en italique dans le texte imprimé, et ils tombent presque toujours à la citation. Coué ne dit pas souvent, il dit toujours. Il donne un exemple que tu reconnaîtras. Que ceux qui font de la bicyclette se rappellent leur début, écrit-il. Ils se cramponnent au guidon, dans la crainte de tomber, et en apercevant au milieu du chemin un simple petit caillou ou un cheval, plus ils cherchaient à éviter l'obstacle, plus droit ils se dirigeaient sur lui. Puis vient le mode d'emploi. Tous les matins au réveil, et tous les soirs, aussitôt au lit, fermez les yeux. Et là, l'instruction exacte, celle qui change tout. Sans chercher à fixer son attention sur ce que l'on dit. Prononcer avec les lèvres, assez haut pour entendre ses propres paroles. Pour compter sans y penser, Coué propose un objet, une ficelle munie de 20 nœuds. 20 répétitions, un nœud à chaque fois. Le corps compte à la place de l'esprit. Et il précise pourquoi la formule reste générale. Les mots à tout point de vue, s'adressant à tout. Il est inutile de se faire des autosuggestions particulières. Reste le ton, aussi enfantine, aussi machinale que possible, par conséquent sans le moindre effort. Et cette image qui règle tout, la formule doit être répétée sur le ton employé pour réciter des litanies. Une litanie, c'est une phrase qu'on ne pense plus. Coué te demande d'être distrait. Alors comment le monde entier a-t-il retenu l'inverse? En 1922, le livre est traduit en anglais. Coué devient une célébrité, il traverse l'Atlantique, les journaux américains s'emparent de lui et les salles se remplissent. C'est cette édition-là, pas l'original, qui diffuse sa méthode sur la planète entière. Dans cette édition, le passage du protocole devient « You must shut your eyes, so as to concentrate your attention ». Ferme les yeux, afin de concentrer ton attention.
Le français dit sans chercher à fixer son attention. Le traducteur a écrit le contraire exact de l'original, sur la phrase la plus importante du livre. Ce n'est pas tout. Il ajoute une phrase absente du français, que l'autosuggestion doit se faire with confidence, with faith, avec confiance, avec foi. Or, Coué n'a jamais demandé la foi. Il demandait une litanie récitée machinalement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Même la planche est déformée. 10 mètres sur 25 cm devient 30 pieds sur un pied. C'est une conversion approximative et elle circule encore aujourd'hui. Autrement dit, qui cite 30 pieds ne cite pas Coué. Il cite son traducteur sans le savoir. Et il y a plus embarrassant. La formule la plus associée à Coué aujourd'hui, la loi de l'effort converti, n'est pas de lui. Elle n'apparaît pas une seule fois dans son livre. 0 occurrence. Elle vient de Charles Baudouin, le théoricien qui a systématisé sa méthode, et qui publie 2 ans plus tôt, en 1920. Ce que Coué écrit, lui, c'est ceci. Le vertige n'a pas d'autre cause que l'image que nous nous faisons, que nous allons tomber. Et cette image se transforme immédiatement en acte, d'autant plus vite que nos efforts de volonté sont plus violents. Plus tu luttes, plus vite tu tombes. Alors remets les choses à l'endroit. Coué ne te demande pas de vouloir davantage, ni de croire plus fort. Il te demande d'arrêter de vouloir. Ne pense pas, je veux que ça passe. Pense, ça passe. Dans un cas, tu te représentes un combat, dans l'autre, un résultat. Et il est bien plus honnête que sa caricature. Il imprime lui-même, entre parenthèses, dans son propre livre, que la pratique de l'autosuggestion ne remplace pas un traitement médical, mais qu'elle est une aide pour le malade comme pour le médecin. Cette parenthèse existe. On l'efface toujours. Au malade qui venait le voir à Nancy, il disait cette phrase, transcrite pendant une séance. Il n'y a pas de guérisseur ici, mais un monsieur qui vous enseigne ce que vous devez faire pour vous guérir. Ce n'est pas la phrase d'un gourou, c'est presque un aveu d'impuissance. Ce que la médecine a retenu depuis, ce n'est pas sa méthode, c'est le terrain sur lequel elle repose, l'effet placebo, et son revers, l'effet nocebo. Réel, mesuré, reproductible, ils agissent sur la douleur, l'anxiété, le sommeil, la fatigue. Ils n'agissent pas sur une fracture ni sur une infection. Reste une question que je ne sais pas trancher. Coué demande de réciter sans y croire, et fait de la distraction une condition de la méthode. Le traducteur anglais, lui, n'a pas supporté cette réponse. Il a rajouté la foi. Et toi, combien de méthodes as-tu abandonnées en croyant que tu les appliquais mal ?